Bonjour Olivier, enchantée. Bonjour. J'ai jamais eu l'occasion de te parler, donc c'est une première pour moi. Donc je suis vraiment ravie de faire ta connaissance. L'idée étant, à travers ce petit schéma podcast vidéo, de parler librement de tout, de rien, d'éléments à la fois personnels, professionnels. Et j'aime bien varier les différents intervenants, des femmes, des hommes, mais aussi des différentes fonctions. Jusqu'à maintenant, j'ai eu l'occasion de parler avec des personnes dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'open source. Et donc, toi, on est plus dans le domaine de la direction d'entreprise. Donc, je vais te laisser la parole et tu vas m'expliquer qui tu es, ce que tu fais. Et puis, au fur et à mesure, j'aurai des petites questions à te poser. À Bien toi la sûr. parole. Merci. Eh bien, de même déjà de te rencontrer, avec plaisir. Et puis, écoute, pour me présenter rapidement, donc je suis Olivier Lambert. Je suis le cofondateur de la société Vates, et son PDG. Vates, donc société créée en 2012. Voilà, donc on est dans l'open source, mais nous, notre spécialité, c'est plutôt, on va dire, le domaine assez technique de la virtualisation. Et donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, on est en très résumé, on va dire, un concurrent à VMware, hein, qui est le leader du marché, le gros éditeur américain, avec une approche de notre côté qui est bien sûr d'être entièrement libre. Et ça s'en ressent sur la structure de l'entreprise, avec une tentative, on va dire, de rester cohérent avec tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que nos solutions qu'on utilise en interne pour faire fonctionner la société sont aussi sur des logiciels qui sont libres et qui sont intégrés dans notre infrastructure, sans avoir des données qui s'échappent chez des Américains, etc. Et puis être raccord avec nos valeurs, bien sûr, dans l'open source, en termes purement RH, hein, on va dire, c'est-à-dire laisser un degré de liberté, faire confiance aux gens, comme on fait confiance à nos utilisateurs, puisque typiquement dans l'open source, comme tu le sais, t'es pas obligé de payer pour utiliser le logiciel. Le modèle habituel, c'est payer pour le service. Et donc, la philosophie, voilà, c'est de faire confiance. Et, et donc, voilà, l'idée, c'était d'avoir une entreprise qui est raccord sur à la fois ce qu'on vend et qui on est en interne. Et donc, c'est un petit peu une expérimentation aussi, parce que moi, j'ai pas d'expérience de dirigeant avant d'avoir créé la société. Donc, ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure, avec, si tu veux, dans le bagage, la volonté de pas faire ce que j'ai vécu en tant que salarié dans une grosse structure, de pas le reproduire dans la structure que je crée moi-même, même si au départ je l'ai créé avec des associés, donc on était tout à fait à égalité à la fois en nombre de parts et de responsabilités. Quand on a commencé à recruter, on avait un petit peu, si tu veux, nos expériences passées de salariés qui nous ont donné un petit peu les choses à ne pas faire. Voilà, en gros. Alors Et justement, raconte-nous un petit peu ton histoire pro. ouais, tout à Avant, tu fait. faisais quoi en quelques mots? Et puis, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir un jour directeur d'une entreprise, en fait? Qu'est-ce Ouais, que... d'être entrepreneur, en fait, c'était pas du tout, j'allais dire, quelque chose de planifié longtemps à l'avance. Finalement, ça a été, le fait de terminer mes études, d'être, administrateur réseau et système, de rentrer dans une grande entreprise, de signer un CDI. Donc on est, aux alentours de 2010-2011. Donc si tu veux, un petit peu d'avoir la complète parfaite. Voilà, tu sors d'une école, tu as un bac+5, tu signes ton CDI et puis c'est bon, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je suis arrivé à ce niveau-là, j'ai presque été pris d'un vertige dans le sens en me disant, voilà, si je fais rien, je vais rester comme ça dans ce poste pendant des années. Et en fait, euh, j'ai été vite confronté à la réalité de la complexité d'une grande structure humaine, hein, qu'une grosse boîte qui était dans le médical, avec pour déclencher le moindre projet des niveaux de validation très nombreux, et ce qui se passe dans toute organisation de grande taille finalement, avec des chapelles, des gens qui ont des points de vue différents, tout le monde ne rame pas dans la même direction, etc. Et en fait, ça a été suffisant en seulement un an ou deux pour me dire, j'ai pas envie de vivre ça de l'intérieur, j'ai pas envie de me dire c'est pas grave, je passe outre, je vais faire quelque chose moi-même, je vais créer mon entreprise. J'ai
envie de faire les choses comme je le souhaite. Et donc, je suis parti avec deux associés qui étaient à peu près dans les mêmes. Bon, c'est des amis de lycée, donc je connaissais déjà depuis longtemps, qui étaient dans des situations assez similaires dans le monde de l'entreprise, du salariat, pareil, soit dans des grosses ESN ou ce genre de choses. Et donc cette frustration finalement, on l'a mise à profit pour créer notre société et très franchement un petit peu la fleur au fusil, hein, c'est-à-dire qu'on n'avait pas spécialement d'idées produits ou quoi que ce soit, on était plutôt parti sur une entreprise à faire du service et de l'intégration de technologies open source. Et puis finalement, en se lançant dans cette aventure, rapidement au bout d'un an ou deux, on a rapidement trouvé des clients, ça n'a pas été un problème, mais on s'est rendu compte que ce qu'on avait vraiment envie de faire, c'était de créer notre propre solution, notre propre produit. Et donc finalement, on a pivoté au bout d'un an ou deux après la création de la société. On n'est plus devenu, on était intégrateur, on est devenu éditeur logiciel sur une solution à nous qu'on a édité pour nos besoins à l'origine. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un marché pour cette application. Et donc on s'est lancé et on s'est transformé. Et puis finalement, on s'est mis à devoir recruter des gens et à faire tout ce qu'on n'avait pas forcément prévu ou dans l'idée de faire à l'origine. Donc ça a été pas totalement accidentel, mais en tout cas, il n'y a pas eu de grands plans pensés 10 ans à l'avance. Ce sont des choses qui se sont faites au fur et à mesure, et avec toujours l'idée d'éviter les erreurs qu'on a subies finalement quand on était salarié, Alors et essayer justement, de. j'allais te poser la question sur ça, les erreurs subies. Qu'est-ce que tu mets là-dedans? Qu'est-ce que tu mets dans à la fois ce que tu as subi, ce que vous avez subi, mais aussi comment vous avez corrigé le tir aujourd'hui dans votre quotidien, dans la manière à la fois de recruter, mais aussi de fidéliser les gens. Qu'est-ce que tu mets dans ça? Eh bien, alors c'est une question très intéressante. Je pense que ce qu'on a subi principalement, c'est la sensation d'être un petit élément au cœur d'un ensemble qui n'est même pas cohérent. C'est-à-dire de pas avoir déjà de reconnaissance, d'être noyé dans la masse des individus sans vraiment. Alors évidemment, il y a les collègues directs avec qui ça se passait très bien. Ça a jamais été le problème d'ailleurs dans aucun des trois cofondateurs de la société. Le problème principal, ça a été effectivement donc ce manque de reconnaissance. C'est on va dire une hiérarchie qui est très compliquée à adresser avec énormément de niveaux, donc une structure très profonde verticalement, où pour valider, je donne un exemple concret, hein, mais qui est vrai, hein, valider l'achat d'un câble réseau, il faut passer par un N+3 pour un achat de 15 euros. Voilà, des process qui sont devenus complètement, on va dire, déconnectés du réel, avec aussi malheureusement au niveau d'un comité de direction, une reproduction d'individus qui vont recruter des individus qui sont proches de leur système de pensée et qui étaient assez éloignés du mien. Et donc ce genre de choses qu'on peut pas corriger à notre échelle, hein, quand on rentre dans une entreprise et qu'on n'est pas dirigeant, mais qu'on est même si on est cadre, voilà, il y a trop de niveaux pour être capable d'influencer en quoi que ce soit. Peu d'écoute de la part voilà des niveaux supérieurs au-dessus de son N+1, et aussi des problèmes de rétention invisibles parce qu'il y a un manque d'écoute, donc les équipes elles bougent régulièrement. Le manque aussi de capacité à prendre en compte les retours du terrain, on va dire. Donc c'est-à-dire quand il y a des idées, finalement de les étouffer parce qu'elles ne correspondent pas à la volonté ou à ce que veulent entendre des gens plus haut placés qui sont un petit peu coupés de tout ça. Et finalement, cette leçon elle est très importante parce que déjà même vis-à-vis de nos utilisateurs, même déjà vis-à-vis de l'extérieur, moi, en tant que CEO, je passe quand même presque un tiers de mon temps à être sur les forums communautaires, à écouter les besoins des gens, à comprendre ce dont ils ont besoin, à garder un œil sur le support, comprendre quels sont les problèmes récurrents avec notre produit. Et en interne, ça passe par une notion d'expliquer aux gens chez nous s'il y a le moindre problème ou la moindre idée, de la faire remonter à moi directement ou aux personnes appropriées, sans avoir de filtre, sans avoir peur de dire quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste au niveau du recrutement. On donne une grande liberté aux gens, c'est-à-dire on va leur dire voilà, moi je pense qu'effectivement c'est un profil qui nous intéresse pour aller plutôt dans ce domaine-là où on a besoin effectivement des compétences de la personne, mais derrière tu vas créer toi-même ta force de proposition. Alors je suis d'accord qu'effectivement en termes RH il faut trouver
trouver des personnes qui sont intéressées pour travailler de cette manière. Ça veut dire dès le départ dire qu'il y a une grande latitude qui est donnée sur la façon de faire son travail, qu'il n'y a pas de contrôle chez nous sur les horaires et ce genre de choses, et que ce qui compte, c'est de faire comprendre vers où on veut aller. Ça a été un manque criant dans la grosse boîte où j'ai été avant, c'est que personne nous explique vers où la structure veut aller, c'est quoi la stratégie, c'est quoi l'objectif principal, vers où on veut, c'est quoi notre ambition, voilà tout simplement. Moi, je passe un temps non négligeable à expliquer aux futurs recrues, donc aux candidats, c'est quoi l'ambition de Vates, vers où on veut aller, et ensuite de laisser ce choix de comment finalement, tant que c'est en raccord avec nos valeurs, et cette liberté, cette hiérarchie qui est très faiblement verticale, hein, qui est très très horizontale, et le fait de donner la confiance aussi aux salariés, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de critiquer des décisions ou de dire je ne comprends pas pourquoi on va dans cette direction. Et c'est mon devoir d'expliquer pourquoi, et éventuellement de prendre la remarque qui peut être faite en disant oui, je pense que effectivement c'est une bonne remarque. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Et donc aussi demander, quand on nous fait remonter un problème, comment tu penses pouvoir résoudre ce problème? Et je pense que ça donne aussi, ça responsabilise les gens, et ils savent qu'ils sont pas là que pour critiquer, mais pour apporter des réponses. Et ça, c'est tout ça là, c'était complètement absent de la structure où je me trouvais, et c'est quelque chose qui m'avait vraiment frustré. Et donc régulièrement, je me dis voilà, ça m'a frustré moi-même de me retrouver dans une situation où je pouvais pas faire remonter les choses, et donc on a besoin d'une structure qui est à l'écoute des gens qui travaillent, qui produisent finalement. Et ça, pour moi, c'est très important. Et je pense que si on était une usine qui fabriquait des produits, ça serait la même chose avec des opérateurs de production. Voilà, faut savoir que là où j'étais dans le médical avant, c'était de l'industrie. Donc j'ai vu des gens sur des lignes de production faire remonter des choses qui auraient pu améliorer énormément, on va dire, l'efficacité d'une ligne de production, et qui n'étaient pas prises en compte. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un révélateur de se dire, les gens qui produisent, c'est eux qui sont sur le terrain, ils ont une opinion qui est la leur, mais qui est importante à écouter parce que ça peut nous permettre d'être plus efficaces. Donc voilà, en Une gros, question que je me c'est pose aussi naturellement, des fois, il y a ce qu'on critiquait avant, et puis après, une fois qu'on est dans la peau, à la place des personnes qu'on critiquait, il nous arrive parfois aussi de mieux les comprendre. C'est-à-dire de se dire, ah bah tiens, là, ce que je critiquais par le passé, c'était dérangeant, gênant, et puis maintenant que je suis à mon compte ou que je gère une entreprise comme toi, il y a des choses que tu arrives à mieux comprendre aussi de par leur attitude, de par certains éléments qui t'ont dérangé ou pas par le passé. Ou alors alors. vraiment, tu ne les comprends toujours pas et tu as réussi à faire vraiment quelque chose de complètement différent et de génial, quoi. Eh ben, écoute, il y a deux choses. C'est que pour la plupart, pour 80% des choses, je comprends toujours pas cette mauvaise façon de manager qu'on a pu voir. Enfin, je la comprends pas. Finalement, je la comprends un petit peu parce que c'est aussi le fait de jamais se remettre en question, c'est rassurant, et que quand on est en permanence en remise en question, il y a quand même un stress qui est induit. On veut toujours faire bien, mais moi, c'est ma façon d'être, et donc ça ne me pose pas de problème. Donc de ce point de vue-là, j'ai pas spécialement mieux compris. J'ai juste, disons, mieux excusé une partie de ce comportement qui vient d'un manque de capacité à se remettre en question par les équipes dirigeantes avec qui je travaillais à l'époque. Ceci dit, pour certains aspects RH, la difficulté que je commence à percevoir aujourd'hui, parce que les équipes sont nombreuses, bien, c'est d'arriver à garder une équité malgré les demandes de certains qui vont vouloir négocier plus, qui vont vouloir. Enfin voilà, il y a tout un travail vis-à-vis de la négociation, que ça soit, l'exemple typique, c'est la rémunération, hein, qui est quelque chose qui est quand même assez central en général. La façon de régler ce problème-là, j'ai trouvé chez nous, finalement, c'est d'être plutôt transparent, c'est-à-dire d'expliquer clairement pourquoi parfois certaines demandes peuvent nous mettre dans des situations difficiles vis-à-vis des autres, en expliquant simplement, voilà ce que tu demandes, voilà les collègues, certains demandent moins, donc forcément, à ce moment-là, tu vas vouloir avoir plus. Essayer de trouver quelque chose d'équilibré par rapport à la fois
fois à la situation de la personne, à la situation des collègues et à notre situation financière aussi, hein, où on est encore une petite entreprise. Hein, on dépasse juste la trentaine de collaborateurs. On a, pour te donner un ordre de grandeur, un chiffre d'affaires autour de 2 millions et demi sur l'année dernière. Donc on n'est pas encore une structure qui peut dépenser sans compter. Et finalement, bah, c'est aussi ça, le devoir d'expliquer le contexte. Et même si on a de l'ambition, bah, de dire qu'on est dans un contexte concret où bah, on n'a peut-être pas des niveaux de rémunération de très grosses entreprises américaines comme Google ou Facebook, etc. Où voilà, ils peuvent mettre des moyens supérieurs à nous. Et ben c'est à nous de le justifier, de l'expliquer pourquoi et pourquoi bah, c'est pas quelque chose qu'on souhaite garder hein, à terme. Hein. Si l'entreprise fonctionne très bien, bah, on pourra être encore plus généreux sur la rémunération. Mais aujourd'hui, le facteur qui nous permet d'avoir des talents chez nous, eh bien, c'est notre ambition et notre façon de travailler. Hein. Comme je le disais, le degré de liberté, le fait d'avoir un objectif qui est bien expliqué et de laisser la personne bah, se prendre en main finalement pour réussir. Ça, c'est un élément pour nous de rétention qui est important. Mais effectivement, je vois mieux les difficultés dans les négociations de rémunération, même si je les ai jamais critiquées dans mon ancienne entreprise. Voilà, c'est quelque chose où, pour moi, la transparence, c'est un moyen d'impliquer tout le monde et de comprendre dans quel contexte ils travaillent et que, bah, parfois, c'est tout pas forcément possible de faire comme ils le souhaitent. Tu vois, se confronter à des besoins individuels qui sont pas forcément compatibles avec, on va dire, le besoin collectif, bah, c'est très important de l'expliquer parce que de juste refuser, pour moi, c'est pas acceptable. Mon devoir de dirigeant, bah, c'est que les gens comprennent dans quel contexte ils se trouvent. Mmh. Et justement, là, tu parlais de remise en question. Quand la dernière fois, tu t'es remis en question? Quand il y a eu une critique qui t'a été adressée, en tant que dirigeant? Alors en externe, tous les jours, parce que, tous les jours on a des critiques, sur nos produits et parfois ça fait un peu mal, mais au final, passer on va dire le fait d'avaler un petit peu la nouvelle, je suis tout de suite en train de chercher une solution et pour la critique en interne, bah, j'essaye plus de la favoriser parce que je l'entends pas assez, je dirais dans le sens où, c'est pas forcément naturel pour quelqu'un, d'aller critiquer les choses et je pense que chez nous, en tout cas, on a toujours été dans cette écoute. Je pense que la dernière fois où on a dû arriver, ça devait être effectivement sur des décisions par rapport à éventuellement des rémunérations ou des augmentations, ce genre de choses. Bah, de se dire, bah voilà, moi j'aimerais ça, bah, d'entendre et de dire, bah j'entends bien ce que tu dis, mais on peut pas tout accepter. Donc c'est pas forcément de la critique, mais c'est même plutôt d'être capable bah, d'entendre une demande qui n'est pas forcément compatible avec la réalité des choses. Et c'est effectivement jamais très agréable, mais je pense que plus on se remet en question régulièrement, plus on réfléchit à est-ce qu'on prend les bonnes décisions, plus c'est facile de l'entendre. C'est-à-dire que on n'est pas, si tu veux, dans un tunnel ou une tour d'ivoire dans lequel on a nos certitudes. Et je pense que douter c'est bien. Et au final, ça nécessite d'avoir je l'admets, une certaine confiance aussi. Ça veut dire que quand quelqu'un va nous faire un retour, va nous dire que quelque chose est nul ou nous critiquer, bah, quand on va chercher à comprendre pourquoi, et pas juste s'arrêter à la critique en elle-même, qui est parfois dure, hein, et ben ça nous oblige en permanence à nous adapter. Mais de toute façon, notre métier fait, si tu veux, dans l'IT, où les choses bougent tellement vite, qu'on est obligé de se remettre en question très régulièrement et même se mettre, par exemple, à des technologies auxquelles forcément on ne croyait peut-être pas au début, mais en voyant l'intérêt que les gens portent sur ces technologies, ben on finit par les adopter. Donc comme c'est un voilà, c'est pour moi c'est très proche de la question RH, c'est cette remise en question permanente. Ben pour moi c'est quelque chose de positif, mais qui doit être fait évidemment avec un minimum de confiance en soi pour pas que ça nous rende malade. Parce qu'en tant que dirigeant, évidemment, on est exposé à la critique en permanence tous les jours. Et moi, j'aime bien avec les entreprises aussi aborder les points, forts, mais les points faibles aussi. Et la dernière fois qu'un candidat a refusé une proposition de chez vous, c'était à cause de quoi? C'est une très bonne question. Je pense que l'élément principal aujourd'hui, c'est la notoriété et le fait qu'on soit encore une petite structure. Je pense que pour le dernier en tête, ça a été un challenge intéressant, mais typiquement par rapport à une carrière, de vouloir des noms qui sont plus accrocheurs que le nôtre, qui n'est pas encore très connu, même dans notre secteur, c'est important et même d'avoir typiquement hein, pour un candidat pas un candidat pardon, pour un salarié qu'on a perdu, qui est parti dans une très grosse structure. Pour une volonté de carrière que je peux comprendre, qui est parti dans le leader
du marché de l'open source et de Linux, je peux le comprendre, c'est quelque chose que je peux entendre et sur lequel j'ai malheureusement pas forcément d'impact tant qu'on n'a pas atteint notre ambition, si tu veux, d'être une entreprise qui a vraiment pignon sur rue et qui fait rêver en termes de notoriété et sur un CV. Et donc, effectivement, pour des personnes qui souhaitent avoir un cursus avec ces grands noms, et finalement, on ne sera pas forcément capable de les attirer chez nous, ni de les retenir éventuellement. Donc ça, j'en ai conscience. Et aujourd'hui, je pense que ça fait effectivement j'allais dire ça génère des profils qui ne sont pas forcément à la recherche de cette notoriété. Donc je sais que ces profils-là, j'aurais du mal à les recruter, voire même à les garder. Donc c'est une des limites qu'on a, mais elle est un petit peu inhérente à, on va dire, où on en est de l'évolution de la structure. Et j'espère qu'un jour, éventuellement, on puisse avoir une notoriété qui soit grande et qui nous permette d'avoir aussi ce type de candidat. Mais aujourd'hui, c'est notre facteur limitant principal, j'allais dire, plus que toute autre chose, parce que finalement, tu vois, sur des aspects laisser de la liberté et même, j'allais dire au-delà de ça, du télétravail, hein, qui est très très simple. Hein, j'allais dire finalement aujourd'hui, on a un certain nombre de candidats qui veulent pas forcément viser une rémunération au niveau des plus hauts du marché, mais plutôt d'avoir on va dire une qualité de vie qui est meilleure. Et là, on se place souvent au-delà de toutes ces entreprises par cet aspect de liberté, de télétravail, comme la personne le décide, etc. Donc on va pas avoir les mêmes armes que ces grosses entreprises, mais on va se battre avec nos armes, on va dire. Encore une fois, le parallèle avec le produit est tout à fait similaire. Hein. On n'est pas à 100% des fonctionnalités de notre concurrent direct, mais on a des éléments différenciants en termes RH qui sont meilleurs que ces très grosses structures. Donc, encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est que pour une entreprise, c'est de se battre là où elle est forte, là où on est Comment tu capable arrives de faire à la vraiment différence. donner des éléments concrets, des différenciants? C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà fait des entretiens dans ces boîtes-là pour à ce point être capable de dire, nous, on a des meilleurs éléments différenciants sur le plan RH? Est-ce que tu arrives à mettre sur la table des exemples, des cas concrets, des trucs qui... Oui, Non, alors c'est pas évident. tout à fait. Alors c'est pas simple, mais j'allais te dire que c'est pas moi qui serais capable de le juger, mais on passe par des recruteurs et ces recruteurs quand ils reviennent vers nous sur les profils qu'ils nous ont proposés, ils nous disent voilà, on commence à sentir le genre de profil qui a de grandes chances d'être sélectionné chez vous et de vous intéresser. C'est des profils qui recherchent la qualité de vie, c'est des profils qui ont préféré quitter des grosses structures ou des structures connues pour aller chez vous parce qu'ils sont intéressés justement par cette notion de qualité de vie, de télétravail qu'ils ne trouvent pas chez ceux-là. Donc c'est par exemple, pour illustrer, des cabinets qui habituellement ont servi à trouver des profils dans des structures, on va dire, qui sont environ 100 à 1000 fois plus grosses que nous, quoi, qui sont à plusieurs centaines de salariés, voire même des structures françaises dans le monde du cloud, par exemple. Eh bien, ils plaçaient des gens chez eux et il y en a certains avec qui ça se passait pas forcément, qui n'arrivaient pas à placer et ils se sont rendus compte que en fait ils matchaient beaucoup plus chez nous parce que c'est des gens qui ne cherchaient pas forcément des grosses structures avec des exigences qui étaient peut-être différentes et c'est des gens qui cherchaient plutôt la capacité à dire voilà je dois aller chercher mes gamins à la sortie de l'école, j'ai pas besoin de demander à qui que ce soit, je vais les chercher, je reviens, il n'y a pas de problème, c'est transparent. Mm. Et voilà, ce genre de choses, c'est à la fois les candidats qui nous l'ont dit et à la fois des recruteurs qui nous ont montré que parmi un ensemble de candidats ils avaient vraiment certains qui étaient plus adaptés à notre structure sur l'aspect flexibilité, différenciant sur aussi notre aspect prise en compte de l'humain. Alors ça paraît très vague hein, comme chose, mais voilà, nous sur notre processus d'entretien, il y a une partie où avec ma cofondatrice Nisida, où les personnes vont vraiment parler d'eux pendant un moment. Ça va durer presque plusieurs heures. Enfin, c'est une discussion et il y a vraiment un aspect non technique qui est pris en compte dans le recrutement pour comprendre leur vie, leurs besoins et s'adapter éventuellement à leur façon dont ils organisent leur travail et à leur permettre d'être vraiment le plus épanoui. Et ça, effectivement, les candidats qui sont venus chez nous nous ont dit que c'était quelque chose d'assez différenciant par rapport à des structures plus grandes qu'ils avaient OK, rencontrées. et au-delà de la promo de ton entreprise, j'aimerais bien connaître toi, Olivier, en tant que dirigeant. Quelles sont pour toi les choses que tu regrettes dans cette fonction-là, premièrement? Et aussi, quelles sont tes plus belles réussites? Ce à quoi tu es fier aujourd'hui dans les repas de famille, dans auprès de tes enfants certainement, peut-être? Qu'est-ce que si voilà, si tu devais faire une introspection sur toi exactement,
Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça, en tant que dirigeant? Et quel message tu donnerais aussi aux autres dirigeants? Ouais, alors je dirais, la 1re chose que je trouve est très étonnante, finalement quand on se lance soi-même et que, on crée un produit, heu, sans utiliser la phrase bateau de croire en soi, c'est plutôt de dire: «Il y a un marché pour tout». Même dans un secteur qui semble bouché, qui semble, désuet, dépassé, comme nous on s'est lancé, hein, sur nos produits, presque 10 ans après que ça soit, la hype, en des gens qui nous disaient: «Mais aujourd'hui tout le monde va dans le cloud aujourd'hui», enfin voilà, en nous disant: vous lancez un business aujourd'hui, vous lancez un produit qui est complètement dépassé, c'est pas vrai. Entre ce que on entend dans des conférences, ce que les gens, vendent et la réalité du terrain, il y a un énorme écart et ce qui compte, c'est les besoins des utilisateurs, c'est de les écouter et c'est trouver quelque chose qui convient à ce dont ils ont besoin et il y a toute une longue traîne, on va dire, dans un marché, qui, va être encore pertinent aujourd'hui. Enfin, pour donner un exemple, voilà, le vinyle est revenu, il y a plein de technologies qui semblaient, voilà, complètement dépassées, qui finalement peuvent revenir ou qui peuvent avoir du sens pour un certain nombre, pour un public. Et moi, il y a un public pour tout. Donc, si vous avez une idée qui vous semble bien, qui répond à votre besoin, il y a peut-être d'autres gens qui ont aussi ce besoin-là. Il y a peut-être matière à en faire un business. Ça nécessite d'y croire, c'est vrai, mais je pense qu'aujourd'hui, si j'avais planifié tout ce qu'on a fait 10 ans en avance, je n'aurais pas pensé que ça aurait été possible. Donc ça, c'est assez important et je pense que ça nécessite aux gens de croire en ce qu'ils font parce que s'ils règlent leurs propres problèmes, ils peuvent régler le problème d'autres personnes avec leurs solutions. Donc ça, c'est important. En termes de regrets de mon côté, je dirais peut-être, comme j'ai un profil technique à l'origine, c'est peut-être d'avoir été plus tôt, de développer des aspects marketing et commerciaux. Parce que quand, on est un technique, on a du mal à se représenter ce que ça peut nous apporter. La partie marketing et communication et même vente finalement, parce qu'on ne connaît pas le domaine et pour nous, c'est pas que c'est sale ou voilà, mais c'est dire: «Bah, moi j'ai un bon produit, forcément les gens vont l'adopter» et en fait, finalement, c'est loin d'être aussi simple. Un bon produit, c'est très important, mais si t'es pas capable de le vendre, ça paraît très simple, hein, ce que je dis, mais quand on est quelqu'un de la technique, on n'est pas capable de le percevoir. Si tu veux, c'est la partie inconnue. On ne sait pas qu'on ne le sait pas. Donc c'est très très difficile de s'en rendre compte. Et donc ça, j'allais dire que quand on est créateur d'entreprise et qu'on vient de la technique et qu'il y a personne dans mes cofondateurs qui vient du marketing ou du commerce, c'est quelque chose qu'il est difficile de se représenter. Donc voilà. Après, j'allais dire la fierté, je parle pas tant que ça de mon entreprise dans la sphère privée parce que c'est déjà tellement de mon temps que finalement je suis content d'écouter un petit peu ce que font les autres à côté et de pas parler que de ma boîte. Mais j'allais dire que ma fierté personnelle, c'est d'arriver à allier, si tu veux, l'open source et de gagner ma vie avec de l'open source. Et au-delà de ça, bah, de faire gagner de l'argent, d'avoir des salariés, aujourd'hui plus d'une trentaine, qui arrivent à gagner de l'argent grâce à un projet qui est complètement libre et en plus qui est principalement vendu aux États-Unis. Et ce que je trouve économiquement intéressant, c'est que bah, on prend de la valeur des États-Unis, on la fait revenir pour recruter des gens en France qui font la R&D en France. Et aussi, autre fierté, c'est et aussi découverte que recruter en France, c'est très bien. On a un très bon système de santé, on a un très bon système universitaire, on a des très bonnes infrastructures. Mes salariés sont pas effrayés à l'idée de tomber malade. J'ai eu une expérience d'un recrutement aux États-Unis et j'ai été un petit peu bouleversé par le fait qu'il n'y a vraiment aucun filet de sécurité chez nos amis américains. Et quelqu'un qui tombe malade, en général, il est viré au bout de 15 jours et il doit se débrouiller, aller dormir sur le canapé d'un ami parce qu'il peut plus louer son appartement. Ça, c'est l'histoire véridique d'un de mes salariés américains qui était dans une autre structure avant. Et finalement, Disons qu'en France, c'est un peu plus fourbe. bah, en Tu fait, crois que tu es sécurisé, mais en fait, en on peut vrai, aussi te virer facilement pour des on peut te problèmes de virer santé, tu es facilement et ça c'est discriminé. sûr, mais il y a au moins un certain nombre de filets. Alors moi très honnêtement Oui, sur le côté employeur, ce que je suis vraiment, enfin ce qui est important pour nous, c'est la période d'essai parce que c'est vraiment tranquillisant pour nous d'avoir justement ce temps nécessaire pour voir si c'est la bonne personne. Parce qu'on recrute qu'en CDI évidemment, mais par contre là où on est content, c'est que nos équipes sont pas du tout inquiètes par rapport au fait
chez nous, voilà, de tomber malade, d'aller en arrêt maladie si besoin, de demander d'avoir un mi-temps thérapeutique si nécessaire, etc. De pouvoir venir en transport en commun sans avoir à débourser énormément. Enfin, c'est cette tranquillité d'esprit qui nous paraît acquise en fait. Voilà, moi en tant que dirigeant, je pensais pas à tous ces problèmes-là, et quand on a commencé à travailler sur nos filiales à l'étranger, eh ben on s'est rendu compte que pour un Américain, un salaire de quelques dollars de plus peut faire la différence parce que il en a besoin, c'est vital en cas de problème. Donc voilà, et puis en plus en France, on a de la chance d'avoir pour la partie R&D, comme on fait beaucoup de R&D chez nous, du crédit impôt recherche et des dispositifs d'aide à l'innovation, et ben finalement le coût du travail est raisonnable pour avoir des profils qui sont très qualifiés et avec qui on n'a pas de gap culturel. Hein. Quand on travaille en France, ben voilà, on a une équipe basée en France et ça se passe très bien. Donc ça aussi pour moi, si tu veux, j'avais une image un petit peu négative de la complexité. Alors c'est complexe, hein, le droit du travail en France. On est bien évidemment épaulé par des cabinets en droit social, etc. Mais finalement, tout ça se passe très bien et le fait que les salariés soient protégés, c'est aussi un élément qui les rend plus focalisés sur leur travail et pas sur la survie. Donc pour moi, ça a été aussi une Ah, découverte t'as un assez délégué du positive. personnel chez toi, par exemple? Pardon. T'as un délégué du personnel chez toi? Oui, alors on a un CSE, donc parce qu'on a passé les 10, donc effectivement on a aujourd'hui un délégué du personnel, et pour l'instant, écoute, tout se passe bien. Il y a pas de problème à l'heure actuelle. Alors c'est vrai qu'on est encore petit, et je sais que mécaniquement, en grandissant, on va finir par rencontrer de plus en plus de problèmes parce que c'est normal. Hein, c'est comme toute on va dire entité où il y a un nombre d'humains qui grandit, ça complique les choses. Ça pour moi, c'est aussi ce qui m'inquiète le plus. Si on imagine que notre ambition, ça fonctionne et qu'on continue à croître au rythme auquel on croit, je sais que pour moi, le gros défi, ça va être de m'entourer, si tu veux, de bons lieutenants, de bonnes personnes qui vont être capables de faire passer ce message, parce que j'aurai pas la capacité à le faire individuellement à chacun quand on va atteindre une certaine taille de structure. Et ça m'inquiète entre guillemets. Hein, je fais tout pour que ça se passe bien, mais comme j'ai vu les grandes structures avoir ces problèmes-là, je suis en permanence en train d'essayer de réfléchir à ok, on va grandir, comment ça va se passer pour qu'il n'y ait pas de dissension entre les personnes, entre les équipes, parce que voilà, on va finir par passer le nombre où les gens vont pas forcément se voir tous les jours, vont pas Mmh. travailler sur les mêmes sujets. Il va y avoir un cloisonnement naturel, une spécialisation naturelle, mais qui ne doit pas créer de tension entre les équipes. Typiquement, ah ben c'est la faute de telle équipe, c'est la faute de machin, etc. Donc il faut vraiment mettre en place tout ce qu'il faut en termes, on va dire processus, sans en faire des caisses, hein, mais pour que en termes de responsabilité, personne ne soit pointé du doigt, et que quand il y a un problème, eh bien on cherche à le résoudre et pas à dire que c'est la faute de telle personne ou telle Et j'ai personne. une question qui me vient en tête, Olivier. Quel est ton plus gros fail et ta plus belle réussite au niveau recrutement, en fait? Est-ce que tu Alors mon as plus gros fail, c'est le premier qui me vient, c'est assez simple. Ça a été en termes d'une alternance qui remonte à un certain nombre d'années. On n'avait encore pas beaucoup d'expérience RH. Donc régulièrement, chaque année, on avait des alternants qui venaient chez nous d'un master qui est à l'université de Grenoble. Donc on connaît bien la responsable du master. Donc on a un lien qui nous permet d'avoir effectivement des profils qui sont intéressés par ce qu'on fait directement. Et donc régulièrement, on avait des alternants, et c'est un alternant qui nous semblait très prometteur, qui savait très bien se vendre, qui était très au fait des technologies qu'on utilisait, donc on était très enthousiaste à travailler avec lui, et ça s'est très mal passé. Parce que on n'a pas été capable de détecter que c'était un profil qui, on va dire, avait besoin d'être très encadré, en plus qu'un alternant normal, on va dire, et qui finalement n'était pas capable de vraiment travailler en équipe. Et que les promesses qui étaient faites, on va dire, sur la capacité à faire les choses, c'était de l'esbrouf. Hein. En très gros, on s'est fait avoir, on n'y a vu que du feu, et on s'est rendu compte qu'on avait fait confiance sans avoir, on va dire, réfléchi réellement à certains petits red flags qu'aujourd'hui on pourrait voir, on pourrait apercevoir sur la fait de se mettre très en avant en permanence. Voilà, enfin il y a certains comportements qui collent pas à la boîte, qui nous ont fait que ça s'est pas bien passé, et qu'à la fin de l'alternance on n'a pas conservé la personne. Alors ça n'a pas été si catastrophique que ça, hein, sauf que effectivement ça devait aider une personne en place pour continuer à développer et à le former sur notre technologie. On a perdu du temps. Donc ça a été un bon fail, je pense, qui a été une bonne leçon en termes RH
parce qu'on n'a pas pris le temps de l'écouter, de faire un entretien suffisamment long pour détecter un certain nombre de choses. Donc je pense qu'effectivement là-dessus ça a été un beau fail, hein, et c'était un manque d'expérience RH de notre part. Quant à la réussite, je sais pas si c'est vraiment de la réussite ou de la chance, mais pour certains profils qu'on a trouvés, il y a eu pas mal de bouche à oreille, de profils de gens qu'on connaissait, pas forcément en cooptation, hein, mais ça a été des profils dans notre réseau de connaissances qui nous a permis de trouver des gens qui étaient avec exactement la façon de penser de Vates, et donc avec qui les choses se sont faites complètement naturellement. Et en vrai, pour te dire, c'est encore plus facile pour des gens qui viennent d'expériences précédentes du même style que les nôtres avant de créer la boîte. Donc des gens qui ont eu les mêmes ressentis, les mêmes déceptions quand ils arrivent chez nous. Très clairement, ceux-là, ils se donnent à fond parce que ils voient exactement ce qu'on a essayé de faire, qui est différent de leur expérience précédente. Et donc pour ça, ça a été de nos réussites. Et je pense à une en particulier une personne en reconversion. Ça a été aussi. Alors c'est pas la carte magique, mais je trouve ça vraiment chouette que quelqu'un qui était pas du tout dans le domaine quelques années avant a décidé de se réorienter pour des raisons perso et en seulement un an a réussi à être entièrement intégré sur toute notre stack technique, ce qui est pas une mince affaire. Et aujourd'hui, on est très content de son travail. Donc voilà, on a des profils qui sont très variés. On n'est pas monoculturel là-dessus, mais on a à la fois des profils certains qui sont reconvertis et d'autres qui viennent du milieu de la technique, mais qui ont, on va dire, eu des soucis ou ces fameux problèmes que j'ai eu moi-même en étant salarié, et qui sont très contents de trouver quelque chose de différent chez nous, quoi. Super Olivier, on arrive sur la fin de notre échange. Donc vraiment, c'était très, très intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire comme message de fin, aussi bien à des dirigeants d'entreprise ou à des candidats, je sais pas, on va dire un espace libre, tu peux dire tout ce que tu veux. Quel est ton message de fin? Eh bien, moi, je m'adresserai aux dirigeants, aux futurs dirigeants, aux gens qui veulent monter leur structure éventuellement. C'est d'être à l'écoute, d'écouter la critique, mais quand même de croire en ce qu'on fait, parce que quand vous voyez des gens qui réussissent ou qui ont fait quelque chose qui paraît impossible comme ça, de le faire vous-même, dites-vous que les choses se sont pas faites du jour au lendemain et que c'est souvent beaucoup de boulot, mais quand on y croit, quand on s'accroche, on peut y arriver. Donc voilà, si croyez en vous, je pense que c'est quelque chose de très important. Ça vaut aussi pour des candidats de croire en leurs compétences. Je pense que voilà, quand vous avez suffisamment confiance dans ce que vous faites, et ben lancez-vous, faites les choses. Merci beaucoup Olivier. Je vais compiler tout ça. Je vais Ça également mettre le marche, nom de ton entreprise et peut-être, voilà, si tu as des postes aussi en recrutement, j'en sais trop rien. Je pourrais les mettre aussi si tu en as besoin. ça marche. Et puis voilà. Et puis bah, je te remercie vraiment pour cet échange qui était très riche. J'en ai pris un petit peu plus sur toi, sur ton entreprise, sur ta façon de fonctionner en matière de recrutement, management. Et j'espère que ça plaira à tous nos auditeurs. Merci beaucoup Olivier. Très bonne journée. Merci, à bientôt, au À revoir. bientôt.